Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a demandé depuis assez longtemps, c'est la config de mon X-T3. C'est-à-dire comment je règle mon appareil selon les différentes situations. Donc cette vidéo, elle va être utile pour les possesseurs de X-T3 bien sûr, mais aussi pour la plupart des appareils Fuji vu qu'il y a de grandes similitudes dans les options. Mais elle va aussi être utile à n'importe qui a un appareil photo puisque finalement il y a pas mal d'idées qui peuvent être dupliquées sur à peu près n'importe quelle marque. Donc on va voir un petit peu le menu avec en particulier la partie photo et la partie vidéo et ensuite on regardera les réglages au niveau des raccourcis que j'ai définis, le menu rapide et un petit peu comment je prends en main l'appareil photo, comment je m'en sers dans différentes situations. Donc on va commencer par le premier menu. Le premier menu c'est le menu IQ, donc Image Quality. Alors il y a un truc que je vais vous dire avant, c'est que là le premier truc que j'ai fait avant cette vidéo, c'est que j'ai passé le menu en français, alors que généralement pour moi il est en anglais. Les menus Fuji sont assez mal traduits, donc du coup il y a pas mal de trucs qui n'ont pas trop de sens en français, alors qu'ils sont plutôt clairs, plutôt compréhensibles en anglais. Donc généralement mon appareil photo est configuré en anglais. Au niveau de la qualité d'image et de la taille d'image, moi je shoote quasiment toujours en RAW, parfois en RAW plus JPEG. L'intérêt de shooter en RAW plus JPEG, c'est d'avoir bien sûr des JPEG immédiatement disponibles si on en a besoin rapidement, mais c'est aussi un truc un peu bizarre sur les Fuji, c'est de pouvoir zoomer plus dans les images. Si vous shootez en RAW et que vous zoomez dans une photo après l'avoir prise, vous allez être limité à un zoom assez réduit. Alors qu'en JPEG, on va pouvoir zoomer beaucoup plus, et c'est notamment utile pour vérifier la mise au point. En mise au point manuelle ou de l'astrophotographie par exemple, c'est très utile de vérifier que les étoiles sont vraiment ponctuelles ou que la mise au point a été faite parfaitement en photo de paysage. Donc dans ce cas-là, je passe en RAW plus JPEG juste pour vérifier la mise au point. Au niveau des fichiers RAW, je les enregistre donc en compressé, donc compression sans perte. Ça n'a pas trop d'intérêt de les enregistrer non compressés. En plus, comme ça, c'est plus rapide à écrire sur la carte SD et ça consomme moins de batterie. Au niveau de la simulation de film, j'en utilise plusieurs. Le plus souvent, je vais être en standard, comme ça j'ai des aperçus standards, je dirais, comme son nom l'indique, qui ressemblent à peu près à une image classique réelle. Ça m'arrive aussi souvent d'utiliser la Eterna, donc c'est une image qui est très douce, qui va permettre de pas mal de latitude en post-traitement. Je m'en sers notamment pour faire des timelapses en JPEG, comme ça ensuite je transforme ça en vidéo et grâce à l'Eterna, j'ai quand même une grosse marge de manœuvre. Les blancs sont très doux, donc je peux facilement récupérer des infos sur les hautes lumières. Et pareil pour les noirs, ils sont très gris, très doux, donc je peux facilement ensuite au post-traitement rajouter du contraste là où je veux. Ça finalement c'est un moyen de gagner de la dynamique sans pour autant aller jusqu'au log. En photo de concert, le plus souvent je vais être en simulation Acros, donc c'est une simulation noir et blanc. Ça a pas mal d'avantages. D'abord ça permet de mieux se concentrer sur les formes et moins sur les couleurs qui changent beaucoup en concert. L'autre avantage c'est que généralement mes photos de concert je les sors en noir et blanc, donc c'est plus proche que ce que je vais récupérer en réalité. Même si je travaille en RAW, donc je peux récupérer facilement la couleur au post-traitement. Et enfin, c'est beaucoup moins dérangeant pour les spectateurs, même si dans les rares cas où je dois lever mon appareil photo en hauteur, donc avec l'écran vers le bas, comme ça, ils voient un écran en noir et blanc. J'ai généralement la luminosité au plus bas, et donc c'est assez peu gênant pour les spectateurs. Plutôt que d'avoir un truc très flashy, très lumineux qui attire l'attention de tout le monde. Ensuite, c'est pas mal d'options qui concernent les JPEG, donc là-dessus, je vais pas faire grand-chose. Je rajoute pas de grains, pas d'effet chrome, balance des blancs. Je suis en automatique puisque de toute façon je travaille en RAW, donc je peux toujours retoucher ça au post-traitement. Plage dynamique, DR100, il faut toujours laisser là-dessus, ça n'a aucun intérêt de monter à 200 ou 400. Ensuite au niveau des tons ombre et des tons lumière, je suis à moins 2 dans les deux cas, ce qui veut dire que je vais avoir des hautes lumières plus douces, donc moins lumineuses, et des basses lumières, des noirs moins noirs. Là encore, c'est dans les rares cas où je travaille en JPEG, ça me permet d'avoir plus de latitude au post-traitement. C'est plus facile de noircir un gris foncé, qu'alors qu'une fois que c'est noir, c'est perdu. Ça, c'est la réduction du bruit pour la longue exposition. Donc si on fait une pause longue de par exemple 10 secondes, ensuite l'appareil photo va repasser à nouveau 10 secondes à prendre une photo entièrement noire pour éliminer les pixels qui chauffent. Franchement, ça sert quasiment à rien et ça double le temps de toutes les pauses longues. Donc c'est clairement pas intéressant. Ensuite, sur la partie mise au point, il y a pas mal de réglages intéressants. Donc au niveau de la zone de mise au point, je vais être le plus souvent en mise au point ponctuelle large. Donc c'est-à-dire que je suis sur la zone de mise au point et j'ai pris le collimateur le plus grand possible. Voilà, comme ça. Parfois, selon les cas, ça m'arrive si j'ai besoin effectivement de réduire, de passer à un collimateur beaucoup plus petit. Donc ça sera plus lent généralement, mais quand on a vraiment besoin de précision, je passe là-dessus. Pour l'usage général, je suis là-dessus. Le mode autofocus, donc je suis en point unique avec le point unique le plus large possible. Ça m'arrive assez rarement d'utiliser le mode zone, puisque même si c'est un peu plus rapide, il y a des grandes chances qu'il ne sélectionne pas exactement l'objet qu'on veut. Large suivi, je m'en sers assez peu. J'ai testé le suivi, ça marche correctement, mais dans la plupart des situations où on a besoin de suivi, l'AFC marche quand même mieux. Le mode tous est assez intéressant puisqu'il permet uniquement avec la molette de passer du mode zone au mode large au mode point unique simplement en tournant la molette comme ça. Il passe automatiquement. Là je suis en point unique. Hop, quand j'arrive plus grand il passe en mode zone et quand j'arrive en tout il passe en mode large. Moi je trouve ça moins pratique dans la plupart des cas puisque ce qui va m'intéresser c'est uniquement de naviguer entre les tailles du point unique. Alors la plupart du temps je suis en AFC et donc en AFC je vais utiliser des réglages custom personnalisés.
Alors, je les change pas mal selon les situations, évidemment. Soit j'utilise les réglages prédéfinis. Donc là, selon la situation, ils sont quand même, la plupart du temps, assez équilibrés. Ou sinon, je les personnalise moi-même. Donc je vais avoir une sensibilité au changement de sujet assez rapide, puisque la plupart du temps, ce que je vais faire, c'est que s'il y a un changement de sujet, je vais lâcher l'obturateur pour qu'il arrête de faire le focus. Donc du coup, je ne vais pas me fier à l'appareil photo, je vais moi-même régler le focus. Donc si je ne veux pas qu'il change de cible, je vais lâcher le focus. Et je garde une vitesse de sensibilité moyenne généralement, avec une priorité au centre. Alors ça, c'est une option stock mode AF par orientation. Ça veut dire, est-ce que le point autofocus est stocké en général, c'est-à-dire quand je tourne l'appareil photo, est-ce qu'il va me sauvegarder le point de focus, il va me le conserver, donc là c'est l'option non, ou est-ce qu'il va le garder une position pour le vertical, une position pour l'horizontal. Donc moi généralement je vois bien où est mon point de focus, j'ai pas envie que quand je tourne l'appareil photo, il y a un point de focus qui soit complètement différent de celui que je venais d'avoir à l'instant. Au niveau du nombre de points focus, donc là je reste à 117, qui me semble déjà largement suffisant pour configurer son point de focus. Je vais vous montrer la différence, là c'est 117, donc on est comme ça, sur une grille qui permet de se déplacer assez rapidement. Par contre, si on passe sur 425 points, donc là, on va avoir une grille qui va être plus précise, effectivement, mais par contre, pour se déplacer, c'est beaucoup plus lent, à moins d'utiliser le tactile, mais c'est rarement mon cas. Le pré-AF, je l'utilise pas, parce que ça consomme énormément de batterie, et là, dans la plupart des cas, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire, est-ce que l'appareil photo va faire le focus avant même que j'enfonce l'obturateur à mi-course? Je m'en sers pas. Témoin AF, je sais plus ce que c'est. Réglage détection des yeux et du visage. Oui, je m'en sers assez souvent, parce que ça marche plutôt bien. Donc la plupart du temps, je le mets sur les yeux automatiques. Donc s'il trouve un visage, il va focus le visage. S'il trouve des yeux, il va focus les yeux. Et par contre, là, ce switch permet de switcher entre oui et non. Et là, j'ai assigné une touche directement pour basculer de l'un à l'autre, pour activer ou désactiver la détection automatique des yeux. Je vous montrerai ça dans la partie sur les raccourcis, juste après. Assistance mise au point, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la mise au point manuelle. Je me sers de deux principalement, la standard, c'est-à-dire ça va zoomer dans l'image, et du focus picking. Donc focus picking, ça va être plus rapide, et mise au point avec zoom, ça va être pour être plus précis. Donc selon les situations, je vais avoir besoin de rapidité ou de précision, je vais basculer de l'un à l'autre. Pour le focus picking, je change la couleur selon la couleur du sujet. Si je photographie des choses qui sont plutôt jaunes, je vais éviter le jaune, rouge, je vais éviter le rouge, etc. En concert, comme de toute façon je suis en noir et blanc, je le mets généralement en jaune, comme ça je le vois très bien. Encore un titre extrêmement clair en français, vert, IS, spot et zone map. Si vous avez compris, bien joué. C'est pour lier l'exposition automatique et la zone de mise au point quand on est en mode spot. Ça veut dire que si je fais la mise au point, je vais montrer, hop, si je suis en mode spot, donc hop, ici, il va me faire la mise au point et l'exposition automatique sur le même point de focus. Si c'est sur off, il va me faire la mise au point sur le point que je sélectionne, par exemple ici, s'il y arrive, hop, ici, et par contre l'exposition automatique sera toujours sur le point du milieu, ce qui est à mon sens complètement débile. Échelle de profondeur de champ, donc ça c'est quand on est en focus manuel, il va afficher, hop, en bas, une petite échelle de profondeur de champ. C'est la petite barre qui se déplace, donc je vais augmenter la profondeur de champ pour qu'elle grossisse un peu. Voilà, donc là elle est en mode pixel, donc ça va être quelle mise au point je vais avoir pour être précis au pixel près, en théorie. Alors que si je la mets sur l'autre échelle, c'est-à-dire base du format de film, on va voir qu'elle est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il considère que si je regarde ma photo dans des conditions standards, donc en plein écran, sans zoomer, elle sera nette de 2,50 m à 6 m en gros. Alors que si je repasse sur l'autre, en basse pixel, la zone qu'il considère comme nette est beaucoup plus petite, puisque ça va aller de 3 m à 4 m grosso modo. Voilà, donc je mets là-dessus pour avoir une idée plus précise de la zone de mise au point, sachant qu'en fait il y a un peu de marge puisqu'on ne zoome pas à 100% de ces photos en vrai. Priorité de déclenchement autofocus, donc moi je mets toujours la priorité à la mise au point parce que je préfère qu'ils prennent un peu plus de temps à prendre la photo pour avoir une photo nette plutôt qu'ils me déclenchent rapidement avec une photo floue. Pour moi ça n'a aucun intérêt. Et ce que je sois en AFC ou en AFS. Mode d'écran tactile, la plupart du temps en fait je suis en off parce que quand je m'en sers du viseur, j'ai pas envie que mon nez déclenche n'importe quoi sur l'écran tactile et donc finalement je m'en passe. De l'écran tactile, je m'en sers assez rarement. Mais par contre, grâce au petit menu qu'on a ici, off, je vais changer selon les situations. Donc parfois je vais me mettre le plus souvent en area, ce qui va me permettre de changer facilement la zone de mise au point, comme ça, hop, je vais faire la mise au point ici, ou alors je vais faire la mise au point là, hop, ou la mise au point ici, ou même carrément en AF, donc dans ce cas-là je peux dire de faire la mise au point à un endroit. Je m'en sers assez rarement, mais ça peut toujours servir. Notez que là je suis en mode MF, donc manual focus, et pour autant on voit que ça fonctionne quand même, ce qui permet aussi de faire la mise au point en manuel et ensuite elle ne change plus. Donc là, quand j'appuie sur l'obturateur, la mise au point ne change pas
Donc ça peut être quelque chose d'assez pratique. Mais le plus souvent, je suis quand même sur off. Ensuite, on arrive sur la configuration de la prise de vue. Donc en premier, ça va être les réglages du drive et du bracketing. Là-dessus, on va avoir un réglage de bracketing. Moi, ce que j'utilise quasiment tout le temps, et en fait quasiment exclusivement, c'est le bracketing d'exposition. Donc il va prendre une photo avec l'exposition standard, une plus sombre et une plus claire. J'utilise rarement plus de 3 prises de vue. Aujourd'hui, le XT3 a une bonne dynamique et donc simplement avec un bracketing, donc une au-dessus, une en dessous, ça suffit largement à compenser les problèmes de dynamique. J'ai même jamais besoin de faire plus. Donc moi, je suis toujours en bracketing auto-exposition. Au niveau du bracketing auto-exposition, donc je suis réglé en une séquence 0 plus moins. Donc pourquoi ce sens-là? Parce qu'ensuite, quand j'arrive sur Lightroom, je regroupe mes photos par paquet de 3 automatiquement et la photo qui apparaît sur le dessus de la pile, c'est celle avec l'exposition standard. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide en un coup d'œil de voir à quoi ressemble la photo, ce qui permet de trier les paquets plus rapidement. Parfois, si j'ai des problèmes de stabilité, si je ne suis pas tout à fait sûr, si je vais très très vite, je préfère mettre dans cet ordre-là, c'est-à-dire moins 0 plus, c'est-à-dire finalement par ordre de temps d'exposition. Donc je vais commencer par la photo avec le temps de pause le plus court, donc où le risque de flou de bouger est le plus faible, puis la photo moyenne, puis enfin la dernière photo. C'est-à-dire que si au moment où je pose mon trépied par exemple, il bouge encore un tout petit peu, ça a moins de chances de perturber la photo, puisque la première sera très rapide, la deuxième aura un temps de pause moyen, et la troisième aura un temps de pause 8 fois plus long, si je ne me dis pas de bêtises, que la première. Ensuite, au niveau des réglages vue palier, donc le plus souvent, je suis à 3 images, donc, comme vous disiez, et à 2 étapes, à -2 plus 2. Parfois, par exemple en immobilier, je passe carrément à -3 plus 3, si on a des pièces assez sombres avec des fenêtres, ça peut être utile. Le principal inconvénient, ça veut dire que quand même la pause la plus longue sera à 3 stops au-dessus de la pause standard. Donc quand la pause standard fait par exemple 1 seconde, celle à +3 va se retrouver à 1 seconde x 2 x 2 x 2 à 8 secondes. Donc ça va très rapidement multiplier le temps de pause et faire des temps de pause très très longs, ce qui n'est pas pratique sur certaines situations. De plus, la photo à -3, généralement, est tellement sombre qu'on ne récupère pas grand-chose. Par contre, dans ce cas-là, notamment quand j'ai des écrans qui ont une forte luminosité sur une scène plutôt sombre, je reste quand même à -2 plus 2, donc avec simplement 2 étapes supplémentaires. Mais au niveau de la prise de vue, je vais jouer sur la composition d'exposition pour baisser ma compensation d'exposition et passer avec une photo seulement à +1. Je n'ai pas vraiment besoin d'avoir plus d'informations à ce niveau-là. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de récupérer des infos dans les hautes lumières. Donc dans ce cas-là, je vais sous-exposer ma photo moyenne. Si j'ai quand même besoin de récupérer des infos dans les hautes lumières, mais que ça ne me dérange pas d'avoir un peu de bruit, que je vais aller plus vite, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur 2 étapes, ce qui est appelé 2 étapes, c'est-à-dire en fait une photo -1, une photo +1. Et par contre, au niveau de la compensation d'exposition, je vais baisser, c'est-à-dire que je vais me passer, au lieu d'être ici, comme on voit sur le côté, à -2, 0, +2, je vais descendre un peu la compensation d'exposition et je vais plutôt shooter à -1, +1, -3. Comme ça, je vais pouvoir facilement récupérer des informations jusqu'à -3, ce qui est généralement suffisant pour récupérer par exemple les infos près des écrans ou des bannières illuminées par les spots. Mode viseur pour le sport, je m'en sers pas. Pré-prise de vue, Electronic Shutter, je m'en sers pas. Retardateur, je m'en sers assez souvent, mais je m'en sers uniquement par le menu Q. Je vous montrerai ça dans la 3e partie. Cliche Retard Interve, ce menu super bien nommé, c'est l'intervallomètre. En anglais, c'est beaucoup plus clair, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc Cliche Retard Interve, c'est l'intervallomètre qui permet de dire à l'appareil photo de prendre une photo toutes les X secondes. Donc c'est ça que j'utilise pour faire des timelapses, je n'ai pas d'intervallomètre externe, j'utilise celui-là. L'intervalle, ça va dépendre du timelapse que je veux faire. Le plus souvent, je vais faire des timelapses classiques, je dirais, à 10 secondes, avec un nombre de fois infini, puisque j'arrête au bout du temps que je veux et pas au nombre de photos que je veux. Type de déclencheur, ça je change assez souvent, je vous en parlerai dans la partie sur les raccourcis. Réduction du sentiment, là c'est selon la situation. Généralement, par défaut, je le laisse en première photo. Donc c'est une option qui permet de synchroniser le shutter de l'appareil photo avec les lumières, en particulier les néons. Quand on fait des photos de sport et qu'il y a des néons, c'est vraiment indispensable. Ça ralentit sensiblement la rafale. Je vais vous montrer par exemple la réduction du scintillement. Si je le mets non, donc là, je n'ai pas la réduction du scintillement activée, je peux faire une rafale hyper rapide. Si j'active la réduction du scintillement, pour chaque photo, avec l'option chaque photo, ça veut dire qu'avant chaque photo, il va essayer de détecter s'il y a un scintillement, si la lumière ambiante scintille, et il va se synchroniser dessus. Mais même s'il n'y a pas de scintillement, ça veut dire qu'à chaque fois, avant chaque photo, il va regarder s'il y en a un. Donc ça ralentit énormément la rafale, vous avez entendu la différence. Si je passe sur première photo, qui est l'option que j'active le plus souvent, c'est-à-dire que si je fais une rafale, avant la première photo, il va chercher la fréquence de rafraîchissement et ensuite il va faire la rafale à la vitesse normale. Ça donne par exemple, il y a un tout petit délai sur la première photo, mais ensuite c'est la vitesse de rafale normale. Stabilisateur, donc photo uniquement, ça qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je me balade comme ça avec l'appareil photo,
il n'active pas la stabilisation de l'objectif. Par contre, dès que je vais appuyer sur le shutter, hop, là, à mi-course, il stabilise. Voilà, donc ça, c'est principalement pour économiser de la batterie que je fais ça, parce que ça sert à rien, notamment sur le 50-140 par exemple que j'ai rangé. C'est quelque chose qui consomme énormément de batterie. Les paramètres ISO auto, je vous en parlerai dans la partie sur les raccourcis, puisque c'est là que je les configure, c'est beaucoup plus clair que dans le menu. Réglage bac d'adaptation, c'est qu'est-ce qu'il indique comme focale quand il ne la connaît pas, quand c'est sur un objectif manuel. Donc là, je m'en sers particulièrement sur mon Laowa, hop, 9 mm, donc j'ai mis 9 mm. Cela dit, de toute façon, quand j'arrive sur le PC, au post-traitement, je retag toutes les photos avec Lens Tagger. Quatrième menu, le flash, donc là ça va aller assez vite puisque j'ai un flash manuel, donc tout ça je ne m'en sers pas. Gros morceau sur le X-T3, la partie vidéo, donc moi au niveau vidéo, la plupart du temps je vais être en 4K 25p et 200 mégabits par seconde, c'est mon réglage de base que je vais utiliser. Pourquoi 4K? Ça a que des avantages par rapport à tourner directement en 1080, c'est-à-dire que si à la fin je veux sortir du 1080, j'aurai quand même une image plus définie en ayant réduit la résolution au post-traitement plutôt que directement dans le boîtier. Si jamais je veux du 1080 aussi, je peux recadrer dynamiquement dans l'image, donc avoir des effets de transition, des effets de zoom, des coupures, etc. Ça permet une grande flexibilité au post-traitement. 25 images par seconde, c'est la vitesse que j'utilise généralement, ça permet d'avoir un flou de mouvement qui fait assez naturel. Si je filme des scènes plutôt d'action, par exemple quand je filme des spectacles ou des choses qui bougent assez vite, dans ce cas-là, je vais plutôt passer à 50 images par seconde. Au niveau du bitrate, je suis le plus souvent à 200 mégabits par seconde, parce que ça permet d'avoir une très bonne qualité d'image sans remplir trop vite les cartes SD. Si vraiment j'ai pas besoin d'une grande qualité, je passe à 100 mégabits. Si j'ai vraiment besoin de la qualité maximale, je vais passer sur 400 mégabits par seconde. Mais 400 mégabits par seconde, ça fait 50 mégaoctets par seconde, puisqu'on divise par 8. Du coup, il faut avoir une carte SD V60 et j'en ai pas beaucoup. Au niveau du codec utilisé, je suis toujours en H265, puisque ça n'a que des avantages, c'est un codec plus moderne. Premier avantage, on voit, il va être même sur la carte SD en 10 bits. Donc on va avoir une plage de couleurs bien plus grande et ça va éviter beaucoup les effets de banding. Donc espèce de, quand on a un dégradé qui est très lisse, on va avoir en JPEG ou en 8 bits facilement des petits artefacts, des petits crénelages qui vont être visibles. C'est encore plus visible si on retraite ces images ensuite, si on va changer la colorimétrie, ça va accentuer encore ces défauts. Le H265 comporte plus d'informations pour un même bitrate, donc on va avoir une information de meilleure qualité, une image de meilleure qualité pour un poids équivalent. Aujourd'hui, à peu près tous les PC, tous les appareils mobiles savent lire le H265, donc il n'y a pas de problème, et de toute façon c'est un format d'avenir, donc je préfère enregistrer pour l'avenir. Si vraiment j'ai besoin, je peux reconvertir en H264 ponctuellement pour un besoin précis. Compression des vidéos, on a le choix entre long-op et intra-image. La différence c'est que long-op, toutes les X images, il va enregistrer l'image complète et tout le reste, il va enregistrer uniquement les changements par rapport à l'image de référence. Donc par exemple, il va enregistrer la première image, donc l'image intégrale, puis ensuite, schématiquement, il va enregistrer que ma main et mes lèvres qui bougent. C'est l'idée, hein, c'est pas exactement ça. Alors que si je suis en intra-image, il va enregistrer chaque image finalement comme une série JPEG. C'est beaucoup plus facile à traiter ensuite dans un logiciel, c'est beaucoup plus fluide, mais de toute façon j'utilise des proxys, donc j'ai pas besoin de ça. L'avantage du long-up, c'est que ça permet au final d'avoir une meilleure qualité dès qu'on n'a pas l'image qui bouge intégralement, comme par exemple quand je me filme ici. Il n'y a quasiment rien dans l'image qui bouge, la seule chose qui bouge, ça va être ma main et mon visage. Donc en long-up, il va uniquement enregistrer les différences et ça sera beaucoup plus performant en termes de qualité. Ça, c'est pour enregistrer à grande vitesse, donc je m'en sers assez rarement. J'avoue que les ralentis, c'est pas trop mon truc, mais ponctuellement, effectivement, on peut s'en servir. Quand je m'en sers, je fais du 100 fps, puisque comme je filme en 25 par ailleurs, ça fait un multiple de 25 et je peux faire des ralentis bien fluides. Si je filmais à 30 images par seconde, alors je ferais des enregistrements haute vitesse à 120 images par seconde pour avoir des ralentis encore bien fluides en divisant simplement par 4. Simulation de film, ça va vraiment dépendre de ce que je filme. La plupart du temps, je vais filmer en standard avec des tons adoucis, comme je vous ai dit un petit peu sur les JPEG. Ça permet d'avoir une image très bonne, très correcte, assez réaliste, assez équilibrée en sortie. Quand je sais que je vais avoir besoin de retravailler les images, par exemple quand je shoote des images en extérieur, où il y a du soleil, donc je vais avoir des situations de fort contraste, je vais le plus souvent shooter en Eterna. Eterna, ça permet d'avoir un bon compromis entre post-traitement et résultat final. C'est-à-dire qu'on va avoir une image simplement un peu désaturée, un peu grise, un peu douce, qui est quand même regardable en soi, qui est facile à exposer puisqu'on voit finalement le résultat final, mais on va pouvoir au post-traitement récupérer du contraste et récupérer de la dynamique. Si vraiment j'ai besoin de shooter une situation extrêmement contrastée, là je vais shooter en log comme on le verra juste après. La balance des blancs par défaut je la mets en auto puisque si jamais je me balade et que d'un coup j'ai envie de shooter alors que j'étais en train de faire de la photo, ça sera mieux que rien. Par contre dès que je shoote en situation de lumière contrôlée, je vais la passer en mode manuel et je vais la régler pour avoir une balance des blancs comme il convient. Ton lumière, ton ombre, comme sur la partie JPEG, donc j'adoucis l'image pour pouvoir facilement au post-traitement récupérer ce que je veux. D'une manière générale, je trouve que les Fuji avec les simulations standards ont des noirs très noirs, donc je préfère les adoucir un petit peu. Au niveau des couleurs, ça va dépendre des situations, je vais régler ça
au coup par coup. Le plus souvent, de base, je suis à 0 pour avoir une image prête à être utilisée. Parfois, je vais baisser la saturation des couleurs pour avoir une image plus flat encore. Réduction du bruit, je l'ai laissé à sa valeur par défaut, puisque autant en photo, on peut facilement retravailler le bruit au post-traitement, c'est pas très gênant en plus, mais en vidéo, s'il y a beaucoup de bruit, ça va commencer à scintiller, ça va être vraiment gênant. Donc je trouve que 0, c'est un bon équilibre entre réduction du bruit et détail. Enregistrement log, je m'en sers dans des situations avec beaucoup de contraste. Si je shoot en extérieur et que je sais que je vais retravailler mes vidéos, je shoot en log, donc ça donne une image très grise, très plate, et ensuite au post-traitement, on peut facilement appliquer un LUT et récupérer énormément de dynamique dans les hautes lumières. Autofocus vidéo, de toute façon le choix est limité, donc je me suis mis en AF zone, donc avec une zone d'autofocus. Quand je utilise l'autofocus, je vais le mettre par exemple au milieu, là où il y a ma tête, si je filme en autofocus. Là je suis en manuel, mais quand je filme en autofocus, par exemple si je veux vous montrer un truc, je mettrai ma main devant et ça ferait l'autofocus dessus. Au niveau de l'AFC, en vidéo, je veux qu'il change assez rapidement de sujet. Donc là encore, si je change de focus, je veux qu'il récupère rapidement le focus. Et je veux qu'il y aille vite, donc ça c'est la vitesse d'autofocus. Donc je veux qu'il détecte rapidement que j'ai changé de sujet et qu'il fasse le focus vite dessus. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une transition douce qui fasse un zoom tranquillement progressif là-dessus. En plus, l'objectif que j'utilise le plus en vidéo, c'est mon Sigma 18-35 et il n'est pas compatible avec cette option. Détection des yeux et des visages, je m'en sers assez rarement en vidéo, sauf quand je me filme moi-même comme ça et que je ne suis pas en focus manuel comme ici. Parce que autant en photo, c'est très bien, on peut facilement contrôler ce que ça donne, autant en vidéo, on va se retrouver par exemple, il va changer de visage d'un coup et il va décider de prendre le visage de la personne qui a perpète au fond à gauche et pas du tout celle qu'on était en train de filmer. Donc je trouve que c'est pas assez fiable, il n'y a pas assez de moyens de verrouiller un visage pour que ça soit utilisable en vidéo. Donc j'ai préféré plutôt du focus manuel ou du focus zone classique. Pour la mise au point manuelle en vidéo, je vais clairement être sur du picking puisqu'on a besoin de beaucoup plus de réactivité. On n'a pas le temps, la plupart des cas, de zoomer dans l'image pour voir si la mise au point est bonne. Verif AF, c'est quand on va qui zoome automatiquement pour faire la mise au point, donc ça je m'en sers pas. Sortie film 4K, donc là c'est pour les enregistreurs externes, j'en utilise pas ici. Sortie vidéo Full HD, ok. Affichage des infos, donc est-ce que sur la sortie HDMI on veut les infos ou non quand on prend une vidéo. Les zébrages, je m'en sers dans certaines situations, effectivement c'est plus pratique à contrôler que l'histogramme et je les ai réglés à 80% quand je m'en sers. Au niveau des réglages audio, ça va pas mal dépendre du matériel, donc moi j'enregistre quasiment toujours avec un micro branché dessus et donc je me mets à moins 6 dB, mais là ça va dépendre de où est placé le micro et du micro en question, donc ça c'est vraiment très variable. Limiteur du micro, je le mets à oui généralement, ça évite quand même des petites pètes de saturation, que ça peut sauver des situations. Filtre vent, c'est un filtre au post-traitement qui réduit le bruit, je ne recommande pas, autant le faire directement sur un logiciel plus adapté, on aura plus de flexibilité. Pareil pour le filtre passe-bas. Volume du casque, ça dépend du casque, c'est pour contrôler. Ok, la lampe témoin, donc ça c'est quand on filme. Est-ce qu'on veut que la lampe avant soit allumée ou qu'elle clignote, qu'elle soit éteinte, etc. Donc ça dépend. Si je me filme moi-même, je mets la lampe allumée. Si je filme d'autres gens, je la mets éteinte et je mets la lampe arrière utilisée. Ça dépend si c'est moi qui filme ou si c'est moi qui suis filmé. Commande silence vidéo, je m'en suis pas mal servi à une époque. Ça permet, c'est assez pratique quand on fait à la fois de la photo et de la vidéo. Ça permet d'avoir surtout des réglages vidéo et photo séparés, en particulier sur la vitesse d'obturation. Typiquement, si je couvre un événement avec un seul appareil et je dois faire vidéo et photo en même temps, je vais avoir un problème de vitesse d'obturation. Pour que la vidéo soit cinématographique, je vais avoir besoin d'avoir des flous de mouvement. C'est-à-dire que je vais avoir la règle des 180 degrés, je vais avoir une vitesse d'obturation qui va se situer par exemple à 1/50 de seconde si je suis à 25 images par seconde. Ça va donner des beaux flous de mouvement. Quand les gens vont bouger, on va bien avoir des transitions naturelles. Ça va l'air naturel. Par contre, si je bascule en mode photo et que je fais des photos à 1/50 de seconde, toutes mes photos vont être floues quasiment. Donc c'est pas ce qu'on veut. Ce que je veux, c'est simplement en tournant ma molette entre vidéo et photo, pouvoir avoir des images nettes dans les deux cas. Donc finalement, je vais avoir deux sets de réglages avec ce menu. Paramétrage, donc la config utilisateur, on ne va pas passer sur tout parce que ce serait extrêmement laborieux. Je vais juste vous montrer quelques points qui me semblent intéressants. Donc je vous disais, la langue, la plupart du temps, je suis en anglais. Configuration son, c'est simple, j'ai tout coupé. Parce que je veux, quand je suis en mode obturateur électronique, je veux être totalement silencieux, donc j'ai coupé tous les sons. Dans les options de config particulièrement intéressantes, il y a ces deux options-là. Obturateur AF, obturateur AE. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait de l'exposition automatique et qu'est-ce qu'on fait de focus automatique quand j'appuie à mi-course sur le déclencheur. C'est-à-dire en AFS et en AFC, ça va être sur on. Pareil pour obturateur auto-exposure. Ça veut dire que dès que j'appuie à mi-course, il va faire l'exposition automatique et le focus automatique. Mais l'intérêt, c'est qu'en se mettant en mode manuel, en mode M, on va pouvoir désactiver ça finalement. C'est-à-dire que là, si j'appuie à mi-course, comme je suis en mode manuel, je peux appuyer, il ne fait pas le focus. Si je veux faire le focus, je vais pouvoir le déclencher avec le bouton que j'ai configuré pour ça, le bouton AFL. On verra ça dans les boutons. Bon, au niveau des réglages d'alimentation, rien de très intéressant. Je suis toujours en mode boost puisque je bénéficie des meilleures performances. Quand je fais du timelapse, je me mets en mode normal pour économiser la batterie. Le menu enregistrement des réglages, ce qui ne veut rien dire en français, en fait c'est réglage d'enregistrement, donc comment l'appareil photo enregistre.
Donc modif nom de fichier, donc j'ai appelé mes fichiers xt3 pour être sûr de les reconnaître par rapport aux autres appareils photo. Dans le menu Font carte entre parenthèses IMFix, donc là ça va dépendre de la situation. Si j'ai besoin de grande capacité, je vais être sur un mode séquentiel, donc il va remplir la carte 1 puis la carte 2. Si j'ai besoin de sécurité, je vais faire sur les deux cartes. Ça dépend de ce que je shoot, ça dépend de si c'est critique ou pas. Au niveau des réglages génériques, je suis soit en priorité ouverture, soit en priorité manuelle. Du coup, la bague sur mon objectif est quasiment toujours en réglage ouverture manuelle. Alors ensuite, on va regarder un petit peu au niveau des raccourcis, comment j'utilise rapidement mon appareil photo. On va commencer par le menu Q, le Quick Menu, le menu rapide, et vous allez voir, ça va être rapide justement, puisque je m'en sers très peu. La seule chose que j'utilise quasiment, c'est le retardateur. Donc pour ça, je l'ai configuré sur le premier emplacement du menu Q, donc j'appuie sur le menu Q, et ensuite, avec la molette, je peux passer le retardateur à 2 ou 10, et l'enlever aussi. Tout le reste du menu Q, ça va être des options plutôt liées au JPEG, donc ça je vais m'en servir uniquement en vidéo. Comme j'ai configuré des raccourcis à peu près partout, finalement j'ai toutes les fonctions dont j'ai besoin sur des boutons dédiés et j'ai pas besoin d'aller dans le menu Q. C'est pour moi l'intérêt d'un Fuji par rapport à un Canon où je me servais énormément du Quick Menu. Donc toutes les options que j'ai mis, c'est finalement mes options JPEG, donc réduction du bruit, ton lumière, ton ombre, couleur, saturation, etc. Dans les options que j'utilise, il y a la simulation de film pour changer rapidement et la luminosité de l'écran. Donc ça, c'est les options que j'utilise assez souvent en concert, par exemple. Je mets la luminosité de l'écran au minimum pour que ça soit le plus sombre possible, que ça gêne le moins les gens. Et je mets en acros pour avoir une image en noir et blanc. Ensuite, au niveau des raccourcis, donc ça va être une partie importante. Je vais vous les montrer un par un. Donc sur le bouton du dessus, ici, le petit bouton, je l'utilise pour activer ou désactiver la détection des visages. C'est quelque chose qui marche assez bien, mais on a très souvent besoin de l'activer ou de le désactiver, puisque s'il se plante sur un visage, qu'on veut immédiatement corriger le focus, en un clic, on peut le désactiver. En même temps, c'est un bouton qui est un petit peu enfoncé, donc c'est pas non plus, on risque pas de l'activer par erreur. Sur le bouton devant, j'ai le réglage des ISO. C'est le bouton qui est à côté de l'objectif, ici, où on peut appuyer généralement avec le majeur. Celui-là, je m'en sers pour régler les ISO. Donc c'est là-dessus que j'ai mes 3 paramètres de réglage d'ISO. Auto 1, Auto 2, Auto 3. Je me sers énormément de ce menu quand je suis en mode priorité ouverture parce que j'ai besoin d'être réactif, qu'il y a des grands changements de luminosité. Je vais me servir de ce menu pour changer la vitesse d'obturation minimum en fonction de la situation. Donc si je shoot des trucs plutôt calmes, je vais régler par exemple le premier paramètre à 1 centième, le deuxième à 1 160e et le troisième à 1 250e. Si je shoot de l'action, j'aurai plutôt 3 réglages qui seront 160, 250, 500 par exemple. Au niveau du min et du max, je vais toujours être à 160 au minimum et 12800 au maximum. Comme je vous l'ai expliqué sur ma vidéo sur les ISO, s'il y a besoin de monter en ISO, on monte en ISO aussi haut que nécessaire. Petit regret quand même, c'est qu'on ne puisse pas aller en dessous de 1/4 de seconde pour la vitesse d'obturation minimum. Ça serait bien utile pour les timelapses de pouvoir descendre plus bas. Donc en fait, on est obligé de bidouiller avec les ISO maximum. Comment ça se passe? Si je mets un ISO maximum de 800, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord réduire la vitesse d'obturation jusqu'à arriver à 1/4 de seconde, puis il va monter les ISO jusqu'à 800, et une fois atteint 800 ISO, il va se permettre de dépasser la vitesse d'obturation minimum, donc là il va commencer à aller à une demi-seconde, une seconde, etc. Mais du coup, il faut anticiper le temps de pause maximal qu'on veut pour régler les ISO. Je vous en parlerai plus en détail sur ma vidéo sur comment faire des timelapses avec un Fuji. Sur les 4 boutons du D-pad, j'ai mis en haut le mode d'autofocus, à gauche le niveau à bulle, à droite je m'en sers énormément le type de shutter, et en bas l'histogramme. On va voir ça tout de suite. À gauche, je vais pouvoir activer ou désactiver le niveau à bulle. Alors ça sert pas mal, même si je me sers maintenant assez souvent de mon petit niveau à bulle que j'ai mis sur le porte-griffe. Sur le bouton du haut, je vais avoir le mode autofocus, donc là je vais pouvoir changer facilement entre point unique, zone et large suivi. Donc principalement pour basculer de points uniques à large suivi, parce que c'est les deux que j'utilise quand même le plus, mais généralement je suis en point unique. À droite, je vais pouvoir changer le type de shutter, donc je bascule généralement entre mécanique shutter et électronique shutter. Je vais être souvent en M+E, si je veux passer en mode silencieux, je vais passer en électronique shutter. Je bascule très souvent, par exemple en concert, quand il y a des moments très calmes, très silencieux, je shoot en shutter électronique. Et ensuite sur le bouton du bas, je vais avoir l'affichage de mon histogramme si je veux checker mon exposition. Ensuite sur les 4 gestes tactiles, donc swiper vers le haut, swiper vers la gauche, swiper vers la droite et swiper vers le bas, au début j'avais configuré diverses actions et finalement c'est quelque chose que si le tactile est activé, je fais beaucoup trop d'erreurs. Donc j'ai mis des choses qui n'ont aucun impact sur la prise de vue, c'est-à-dire uniquement des affichages ou non affichages d'informations. Donc j'ai mis affichage histogramme, mode sport, affichage grand texte et niveau à bulle. Au final, je désactive quasiment toujours le tactile, donc je ne me sers pas de ces raccourcis. Le bouton AEL, donc celui qui est sur le pouce à gauche de la molette, je m'en sers quasiment pas. L'auto exposure lock de chez Fuji ne marche pas comme je voudrais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le verrouiller pour plusieurs shoots autant qu'on veut, l'exposition. Donc j'ai décidé de ne pas m'en servir. Je m'en sers du coup pour activer ou désactiver la prévisualisation de la profondeur de champ. Donc par exemple
ici, si je fais la mise au point. Voilà, donc là il m'a fait la mise au point et l'arrière-plan est complètement flou comme si j'étais à pleine ouverture. Je vais appuyer sur ce bouton et là je vais avoir la vraie profondeur de champ. Donc, je vais voir les bouquins en fond qui sont nets. Si je désactive, je repasse sur la profondeur de champ à pleine ouverture. Le bouton AFL, je m'en sers énormément, en particulier en mode manuel pour faire la mise au point. Ça me permet de basculer finalement avec ce bouton-là entre mode manuel et AFS. Là, je suis en mode hop, manuel focus. Donc quand j'appuie sur déclencheur, ça ne fait pas la mise au point. Voilà, donc là j'ai complètement déréglé ma mise au point. Et si je prends la photo, je peux prendre la photo sans qu'il fasse la mise au point. Si j'appuie une fois sur AFL, il va faire la mise au point. Donc là, je peux prendre des photos nettes, il ne refait pas la mise au point à chaque fois. Au niveau de la molette arrière, donc très classique, hein, si je veux ajuster la mise au point, j'appuie dessus pour zoomer et ça me permet de vérifier la mise au point. Donc si je suis en mise au point manuelle, évidemment, mais aussi si je suis en mise au point automatique, j'appuie un petit coup et je vérifie que la mise au point a été bien faite. Au niveau de la mesure d'exposition, je vais être le plus souvent en mesure matricielle et ensuite je vais jouer avec la molette de compensation d'exposition pour avoir l'exposition que je veux. Au niveau du tactile, j'ai fini par le désactiver la plupart du temps, sauf parfois en vidéo je l'active, mais quand on est l'écran tactile activé et qu'on met l'appareil photo à l'œil pour shooter au viseur, on va se retrouver à changer des réglages avec son nez et donc ça m'embêtait. Sur les molettes, je vais avoir le plus souvent la molette ISO sur automatique avec les réglages que j'ai indiqués juste avant. Dans un certain nombre de situations, je vais mettre les ISO que je veux, c'est-à-dire le plus souvent 160, ou si je suis en vidéo, je vais régler manuellement les ISO, ou si je suis sur des salons et que je veux aller assez vite, je vais me mettre à 800 ISO pour avoir un très bon compromis entre qualité et vitesse de prise de vue. Au niveau de la molette de vitesse, je vais utiliser uniquement deux positions. Donc soit je suis en mode priorité ouverture, dans ce cas-là je vais la mettre sur A et il va régler automatiquement la vitesse d'obturation avec les réglages qu'on a vus juste avant. Soit je vais être en mode manuel et donc je vais mettre sur T et je vais régler plutôt avec la molette arrière. Je me sers finalement jamais des diverses vitesses puisque je trouve que ça manque de flexibilité. Par exemple, on passe directement de 125 à 250 et ensuite il faut jouer avec les vitesses intermédiaires avec le pouce. Donc tant qu'à faire, je préfère directement régler avec le pouce la vitesse d'obturation, comme ça je peux facilement passer de l'un à l'autre. Sans me dire est-ce que je suis au maximum d'un palier et il faut que je change d'un cran pour passer au minimum de l'autre palier, etc. Je trouve ça galère. Donc je mets en mode T et finalement je me sers comme sur mon ancien Canon avec le pouce directement. Le seul cas où je me sers de la molette avant, c'est pour avoir des compensations d'exposition. Si jamais je sais que je vais avoir besoin d'aller au-delà de +3 ou -3, dans ce cas-là, je passe sur C et je vais pouvoir régler avec la molette avant la compensation d'exposition, ce qui va me permettre d'aller jusqu'à +5 ou dans l'autre sens jusqu'à -5. Il faut être patient. Voilà. Alors qu'avec la molette physique, on est limité de +3 à -3. Cette vidéo sur la config de mon XT3 est terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je vous y répondrai. Si vous avez des remarques ou des idées d'amélioration, parce qu'on a tous des configs intéressantes, n'hésitez pas aussi à les poster dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis fugistes. A bientôt, bonne photo, bonne vidéo, ciao.